Et nous sommes aujourd'hui avec Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir. Je précise Richard que vous sortez un livre intitulé Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Alors on va commencer par cette actualité du 7 avril. C'est le début aujourd'hui des commémorations officielles des 30 ans du génocide au Rwanda. Et cette semaine, Richard, le président français Emmanuel Macron a franchi, on peut le dire, un nouveau cap, une nouvelle étape, puisqu'il a estimé que Paris aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais que Paris n'en a pas eu la volonté. Alors je rappelle qu'en 2021, Emmanuel Macron avait déjà reconnu des responsabilités de la France dans ce génocide. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce pas en avant d'Emmanuel Macron? Comment est-ce que vous l'analysez? D'abord, moi, je l'explique par un aspect générationnel. Emmanuel Macron, rappelons-nous, c'était il y a 30 ans. C'est un président qui a 45 ans. Vous faites le calcul. Il avait 15 ans au moment du génocide. À tous égards, il n'appartient donc pas à la classe politique qui était aux commandes au moment de ce génocide. Et il en tire des conclusions. Il a une liberté avec la version officielle jusque-là de la France. S'ajoute à ça le fait qu'il avait commandé ses rapports. Vous vous souvenez, le rapport Duclerc, si ma mémoire est bonne. La commission Duclerc, mais ce rapport, d'ailleurs, pardon de vous couper, Richard, il a été publié en 2021. Tout à fait. Pourquoi est-ce que ce nouveau pas en avant intervient maintenant, au moment de l'anniversaire? Parce que je pense qu'Emmanuel Macron aime les symboles, premier point. Il aime et il s'est très attaché aux questions de mémoire, vous le savez, puisque simultanément aujourd'hui, il rend hommage à la rafle d'Isieux et aux résistants des maquis des Glières. Donc que ce soit en France ou à l'étranger, dans les pays où la France a été présent, il est très attaché à la question mémorielle. C'est aussi là-dessus, c'est un projet politique chez lui. C'est au nom de la mémoire et de la responsabilité qu'il veut, dit-il, rebâtir un destin commun pour les Français et pour la France. Le Rwanda, c'est une blessure et il y a de nombreux Rwandais français, français d'origine rwandaise. Donc c'est aussi à eux, je pense, que s'adresse ce message. Et puis enfin, il y a un aspect politique. On sait la relation étroite qu'entretient Emmanuel Macron avec Paul Kagame. On sait qu'il regarde beaucoup vers la... Relation qui s'est réchauffée assez oui, récemment. Il y a eu quand même quelques années de froid diplomatique. C'est vrai, mais pour Emmanuel Macron, Kagame est un partenaire important. Le Rwanda est un pays important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la tête de l'organisation de la francophonie, il y a une ancienne ministre rwandaise. Louise Mushikiwabo. Tout à fait. Donc tout ça fait que Emmanuel Macron regarde dans cette direction et je pense que chez lui, c'est la volonté de réarrimer la France à cette partie du continent africain, à ce pays en particulier, et aussi, quand même, peut-être un langage beaucoup plus transparent sur ces événements. Après, ira-t-il jusqu'à demander pardon? Oui, c'est ça, c'est parce que c'est ce que demande aussi une partie des survivants, des c'est ce qu'ont fait les Belges, si je ne me trompe pas, depuis quelques années déjà, c'est ce qu'ont fait le gouvernement belge. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron, durant son mandat, ira jusque-là, parce que ça poserait trop de questions sur les responsabilités. Les responsabilités, on imagine que si la France présente des excuses officielles, il faudra, de fait, ça ouvrirait la voie à un engagement de poursuite contre les personnes qui étaient au pouvoir à cette époque. Je pense à l'entourage du président François Mitterrand. Tout à fait. Et puis dire la France a une responsabilité, au fond, c'est quelque chose d'établi. C'est quelque chose qu'ont établi les différents rapports. Il y a eu des responsabilités françaises, soit des responsabilités parce qu'on n'a pas su intervenir au bon moment, on n'a pas su déceler les prémices du génocide, et puis dire que ça aurait pu être évité. Ben oui, à partir du moment où vous dites que vous reconnaissez vos responsabilités, si d'autres initiatives et d'autres décisions avaient été prises, cela aurait pu être évité. Donc finalement, c'est assez cadré, mais ça correspond bien, je crois, à la posture d'Emmanuel Macron qui veut de nouvelles relations avec ce continent. Il a beaucoup de peine à les instaurer, mais au moins il persiste. Il persiste, mais en même temps, il a choisi de ne pas se rendre au Rwanda. Il est représenté par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, par le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, qui est lui-même un rescapé de ce génocide. Alors, Emmanuel Macron, vous le disiez, a entamé aujourd'hui le parcours de mémoire autour du 80e anniversaire de la Libération. C'est un choix, choix de participer à des commémorations plutôt nationales. C'est important dans le contexte actuel, ou est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu justement soigner le volet diplomatique? Je dirais que c'est un choix entre les 30 ans du génocide et les 80 ans du débarquement. N'oublions pas que 2024, c'est une année de commémoration importante. Libération de Paris, libération du territoire français, débarquement allié en Normandie. Il y aura d'importantes commémorations en juin. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui est un peu placé sous ce chapeau-là, le chapeau des commémorations de la résistance et du débarquement. Donc je crois qu'il a donné la priorité à ce qui va constituer un élément central de son action politique pendant les prochains mois et notamment jusqu'au mois de juin.
Alors plusieurs personnalités françaises, et pas que françaises d'ailleurs, sont présentes à ces commémorations. Parmi les personnalités françaises, il y a l'ancien président Nicolas Sarkozy. François Hollande, lui, n'est pas présent au Rwanda. Est-ce qu'on sait? Il n'a pas été invité, il n'a pas souhaité venir. On sait qu'Hollande était socialiste comme François Mitterrand qui était au pouvoir au moment du génocide. Est-ce que ça peut s'expliquer par ce lien, cette filiation historique? Alors c'est une bonne question. Oui, parce que François Hollande, je ne sais pas premièrement s'il n'a pas été invité, mais on peut le comprendre peut-être parce qu'il faisait partie, François Hollande, du dispositif socialiste qui était au pouvoir pendant ces années terribles. Ça ne veut pas dire qu'il a une responsabilité lui personnelle. Il n'était pas dans la prise de décision à ce moment-là, mais de facto, ceux qui ont pris des décisions étaient des compagnons de François Hollande, où ils étaient ses aînés dans le Parti socialiste. Donc il y a clairement une blessure encore vive entre le Parti socialiste français et le Rwanda, pour les raisons que vous connaissez, c'est la part d'ombre de la présidence Mitterrand, même si, encore une fois, quand on regarde dans le détail, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une volonté de promouvoir les acteurs du génocide, non. En tout cas, le rapport Duclerc était nuancé là-dessus. Voilà, sur ce point, effectivement, le rapport Mais Duclerc... c'était un moment, ne l'oublions pas aussi, où nous étions en période de cohabitation, un moment où François Mitterrand était très faible physiquement, il était marqué par la maladie. Bref, tous ces éléments ont sans doute concouru à des erreurs d'analyse dramatiques et tragiques dont le peuple rwandais a payé très très cher le prix. Un prix, on le rappelle, plus de 800 000 personnes exterminées, principalement Tutsis. Ça peut aller jusqu'à 1 million selon les estimations. Richard, dans l'actualité politique de la semaine, il y a également cet échange téléphonique, on change totalement de sujet, entre les ministres français et russes de la Défense. Sébastien Lecornu et Sergueï Shoïgu se sont parlé mercredi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la même version de cette conversation téléphonique. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce que malgré tout, cet échange téléphonique entre la Russie et la France est un signal encourageant ? D'abord, je ne sais pas si tout a été dit et divulgué sur le contenu de cette conversation. Ce qu'on sait, c'est que Shoïgu en aurait profité pour faire une allusion en disant j'espère que les services français ne sont pas derrière l'attentat du Crocus Center, vous savez, qui a coûté la vie à plus de 130 personnes. Ce qui est à la fois complètement délirant et ce qui est une forme de provocation. Le fait qu'il ait dit ça, s'il l'a vraiment dit, est dans ces termes-là. Après, on peut quand même s'étonner du fait qu'un canal de communication demeure à ce niveau entre les deux ministres de la Défense. La France n'a jamais fait mystère, de ne pas vouloir humilier la Russie, ça a été longtemps la doxa d'Emmanuel Macron, et ça l'est toujours. 2, il y a cette coopération antiterroriste qui demeure, tant mieux d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que l'appel, en fait, il a été sollicité par Paris après l'attentat, les chiffres ont été un peu revus à la hausse, c'est 144 morts et 360 blessés précisément. Il y a beaucoup effectivement de blessés qui ensuite ont été intégrés dans les bilans. Donc cet appel, il a été sollicité par Paris pour les questions de contre-terrorisme, mais évidemment la question de la guerre en Ukraine s'est invitée et c'est là que ça coince en fait. Oui, alors que Paris, en l'occurrence, que le ministère de la Défense cherche à recueillir des informations sur cette tragédie survenue en Russie, sachant que dans quelques semaines, quelques mois, il y aura en France les Jeux Olympiques, ça paraît assez logique. Après, fallait-il s'attendre à autre chose ? Les Jeux Olympiques, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a quand même dit que les athlètes russes et biélorusses n'étaient pas les bienvenus à ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, alors même que c'est pas ce qu'a dit le Comité international olympique. Ça fait partie des complications que doit gérer le gouvernement français, donc ça peut expliquer la raison pour laquelle le ministre français de la Défense a appelé son interlocuteur. Peut-être d'ailleurs avait-il aussi des informations à transmettre, mais ce qui est certain, c'est que du côté russe, on voit bien que la posture consiste à renvoyer au fond le gouvernement français et à lui dire circulez, il n'y a rien à voir et faites attention, peut-être que vous auriez une responsabilité, ce qui est encore une fois complètement délirant, mais cette rhétorique-là, on la connaît depuis le début, puisque le régime russe, en l'occurrence, à commencer par Vladimir Poutine, a choisi directement d'incriminer l'Ukraine, voire la responsabilité des Occidentaux derrière l'État islamique Khorasan qui a revendiqué cet attentat et dont l'implication est avérée. Alors, autre sujet dont je voudrais parler avec vous, Richard, c'est le déplacement attendu du Premier ministre Gabriel Attal la semaine prochaine au Canada. C'est la première visite de Gabriel Attal hors de l'Union européenne depuis sa prise de fonction en tant que Premier ministre. Pourquoi avoir choisi le Canada ?
D'abord, il y a quand même un petit malaise autour du traité CETA, le traité transatlantique qui a été rejeté par le Sénat, Par le vous le Sénat savez. en France. Un bizarre concours de circonstances d'ailleurs, parce qu'a priori, ce traité qui est déjà en vigueur depuis plusieurs années n'avait pas de raison d'être rejeté maintenant par la Haute Assemblée. Ils l'ont fait parce que sur fond de malaise des agriculteurs et de controverses, etc. Donc peut-être faut-il aller rassurer les Canadiens. Ça veut dire quoi? Gabriel Attal, il est envoyé un peu comme avec les agriculteurs en opération déminage auprès des Canadiens? Je pense qu'il y a sans doute de ça. Il y a le fait aussi que le Canada, c'est un voyage diplomatico-économique pour l'essentiel, assez quand même tranquille. Emmanuel Macron est très sollicité sur d'autres théâtres et c'est une manière de mettre le pied à l'étrier du Premier ministre, très jeune, on le sait, sur le champ géopolitique. Donc c'est pas une mauvaise manière de démarrer le Canada avec un Premier ministre canadien qui est un ami de la France. Encore une fois, il y a ces commémorations dont je parlais du 80e anniversaire du débarquement qui vont arriver avec la participation des Canadiens. Donc moi, je prends ça comme une forme de test et je trouve que le choix est plutôt habile. Oui, parce que c'est vrai que Gabriel Attal, finalement, ces derniers temps, il était plutôt sur les questions nationales et européenne. Il va le rester et je pense, alors justement, vous avez raison de souligner l'aspect européen parce que moi je suis curieux de voir ce que Gabriel Attal va raconter quand il va revenir du Canada sur le traité CETA, parce qu'à coup sûr, il sera interpellé. Vous savez que maintenant, Gabriel Attal est directement interpellé lors des questions au Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est nouveau, c'est lui qui intervient. Et donc, en pleine campagne des Européennes, il sera intéressant de voir les éléments qu'il ramène du Canada sur ce sujet, le CETA, mais au-delà, sur tout le sujet du libre-échange, dont on peut dire qu'il clive énormément aujourd'hui la classe politique française. Alors, Gabriel Attal, il est sur un petit peu tous les fronts. On parlait du Canada. Il a aussi dévoilé hier, là c'est à l'échelle nationale, eh bien, des mesures gouvernementales pour le système de santé. Alors, voici quelques exemples. Ce qu'on appelle une taxe lapin de 5 € par rendez-vous médical non honoré, des prescriptions d'antibiotiques qui vont être confiées aux pharmaciens ou encore un plan d'urgence pour les permanences de soins. Comment toutes ces annonces, elles ont été accueillies par la classe politique, sachant que les syndicats de médecins les jugeaient plutôt incohérente. Comment ça a fait réagir dans la classe politique française? Je crois que l'impression générale, c'est que au fond, le gouvernement, ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé, n'arrivent pas, malgré les moyens mis en œuvre, malgré les décisions, à véritablement réembrayer positivement sur le secteur de la santé. On a l'impression que toutes ces décisions sont des décisions partielles, des décisions, je dirais, à la périphérie du problème. Et il y a un parallèle à faire entre le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. Gabriel Attal, lui, était ministre de l'Éducation. Ce sont deux énormes secteurs, deux secteurs avec d'énormes problèmes. Et le gouvernement n'arrive pas à les prendre à bras-le-corps. Moi, à titre, je dirais, de correspondant étranger, il y a une chose qui me surprend toujours. Il y aurait une réforme simple qui aurait le mérite de la clarté, c'est simplement faire en sorte que chaque patient français, sans que ça ne change rien à ses droits, sache combien coûtent les actes médicaux dont il a bénéficié. Je peux vous dire que pour avoir parlé avec des Suisses qui vivent en France, la chose qui vraiment les sidère, c'est qu'ils vont à l'hôpital, quelquefois pour des soins lourds auxquels ils ont droit, ils ne savent jamais combien ça a coûté. Peut-être on devrait commencer par là. Et il y a effectivement une certaine complexité administrative en France, on peut le reconnaître. Dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, Richard, c'est cette motion de censure qui menace le camp présidentiel, motion de censure que souhaitent déposer les députés Les Républicains en cas de hausse des impôts, le tout sur fond de crise de la dette publique en France, je rappelle plus de 3 000 milliards d'euros, et de dérapage du déficit à plus de 5,5% du PIB, donc c'est beaucoup plus que ce qui avait été prévu par le gouvernement. Et cette motion de censure, elle pourrait également être soutenue par le Rassemblement national. Si jamais elle est votée, quelles pourraient être concrètement les conséquences pour l'exécutif ? Si la motion de censure est votée, Gabriel Attal dit au revoir à son poste. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc ça veut dire le gouvernement est renvoyé et que ce serait une défaite politique majeure. Je ne crois pas qu'on en soit là. Et du côté des Républicains, s'ils le font, c'est par pur opportunisme. Ils ont absolument besoin d'exister dans cette campagne électorale européenne où les sondages montrent que leurs candidats et leur liste, donc François-Xavier Bellamy et sa liste, ne sont peut-être pas assurés d'atteindre les 5%. Mais pour l'instant, c'est le Rassemblement national qui est en tête des sondages. Vous vous souvenez de Valérie Pécresse au président?
à la présidentielle quand même. Donc ils ont besoin d'exister, ils essayent d'exister sur ce terrain des finances publiques. Franchement, regardons un peu en arrière, regardons ce qui s'était passé sous Nicolas Sarkozy, la dette avait également énormément dérapé. Je n'ai pas l'impression que c'est sur ce terrain de l'orthodoxie budgétaire que les Républicains vont réussir à marquer les esprits des Français, même s'ils essayent, mais après, peut-être par un concours de circonstances. Mais imaginez si une motion de censure à l'initiative des Républicains a été votée grâce au Rassemblement national, ça créditerait qui? Ça créditerait le RN, qui finalement aurait profité de la vague, c'est ce qu'il est en train de faire. À chaque fois que les Républicains agitent quelque chose, c'est le RN qui récolte. Et est-ce qu'on peut imaginer, il nous reste une dizaine de secondes malheureusement, mais que vous parliez d'opportunisme, que cette motion de censure, elle puisse être, par une alliance de circonstances, également votée par la gauche? Oui, sauf que je vois mal comment la gauche pourrait vouloir censurer un gouvernement pour des raisons de dette et de dépenses publiques, alors que cette même gauche veut les accroître, les dépenses publiques, au nom de la nécessité de solidarité et de la relance économique. Ça serait un peu baroque, mais après tout, la politique, quelquefois, nous réserve ce genre de surprise. Merci beaucoup, Richard Verly, pour vos analyses. Merci. Et à très bientôt sur le plateau du 75.